température ambiante. Alors, je présente Gilles Cova, mais peut-être beaucoup d'entre vous le connaissez déjà, professeur agrégé d'histoire-géographie et qui est l'auteur d'une thèse sur Michel Debré, qui est devenue une référence actuellement. Il a été membre du Comité pour la mémoire de l'esclavage de 2004 à 2009. Il est aujourd'hui membre de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et il a participé à la commission d'enquête historique sur la question qu'on a appelée les enfants de la Creuse de 2016 à 2018. Dans la conférence qui a eu lieu hier à Saint-Benoît sur la population, votre travail a été cité, ce rapport présenté au Sénat. Alors, Gilles est auteur de nombreux ouvrages scientifiques, très documentés, très sérieux, etc. Mais il a gardé son âme d'enfant. Et le souci de transmettre le goût pour l'histoire à travers la bande dessinée. On cite tout ce que tu as fait ? Non. On va citer le dernier en date, l'histoire de La Réunion, qui a obtenu alors c'est lequel il a obtenu donc c'est un album trophée qui FNAC. s'appelle Notre Pays, Oui. qui a obtenu le trophée FNAC et le prix Flamboyant qui est donné par l'établissement Leclerc. Voilà. Un ouvrage traduit aussi en créole et qu'il faut recommander à tous, grands et petits. Et moi, j'en faisais la promotion auprès d'amis en leur disant mais c'est formidable, à plusieurs niveaux de lecture avec tout ce que tu as rajouté à la fin. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et ça va être le thème de la conférence de ce soir. Comment, à travers la bande dessinée, on peut transmettre de manière vraiment avec à partir de faits réels, de faits avérés et sans surinterprétation, eh bien, la trame de l'histoire avec toutes ses nuances, ce qui n'est pas une chose si facile. Voilà, je te laisse. Tu as fait beaucoup d'autres choses, hein. J'ai vu que tu as eu des choses sur YouTube, tu as participé à des émissions de télévision, des enregistrements. Donc vous tapez son nom, puis vous trouvez énormément de choses sur l'histoire de notre île. Je laisse la parole à Gilles. Bien, merci Dominique. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. J'espère qu'on arrivera à terminer sans que vous soyez complètement congelés. En tous les cas, si je ne vous vois plus bouger, c'est qu'il y a un souci. Donc merci aux amis de l'université de m'avoir invité ce soir à vous parler sur ce thème, donc transmettre l'histoire de la Réunion de l'école à la bande dessinée. Comme Dominique vous l'a dit, je fais pas mal de choses, mais mon métier c'est avant tout d'être enseignant. Je suis professeur au lycée Pierre-Lagourgue depuis 2010 maintenant. Et donc ce dont on va parler ce soir, c'est de la transmission de l'histoire, pas de l'écriture. On a évoqué des travaux que j'ai pu rédiger. Transmission parce que c'est le cœur de mon métier d'enseignant. Et il y a un point commun peut-être avec la bande dessinée. Ma première bande dessinée, je l'ai publiée en 2010. C'est que finalement ce sont des récits, l'histoire et la BD. La différence essentielle, c'est que la BD va permettre de toucher à l'émotion et que d'une certaine façon, ça rejoint aussi la pratique qu'on peut avoir en tant qu'enseignant d'histoire, c'est-à-dire qu'on va partir on va essayer de toucher au sentiment pour conduire après vers une analyse complexe. Parce que l'histoire, je voudrais quand même le rappeler, même si c'est censé être une évidence, mais l'histoire c'est une science humaine qui cherche à établir la véracité des faits, qui cherche à les expliquer rationnellement et qui vise surtout à donner du sens à travers des éléments de compréhension. Donc, l'histoire, elle produit un discours argumenté, complexe, qui met à distance, qui permet de démythifier la mémoire collective. Et son objectif, c'est d'essayer de caractériser finalement la complexité du fonctionnement des sociétés humaines. L'historien, il cherche donc avant tout à comprendre. Il n'est ni juge, ni professeur moral, ni donneur de leçons,
même prophète. Donc il faut que ces choses-là soient bien posées. Et quand on parle de l'histoire de la Réunion et de l'enseignement de l'histoire de la Réunion à la Réunion, on est finalement à la croisée de l'histoire coloniale et de l'histoire postcoloniale de la France. Alors ça se retrouve à travers un certain nombre de choses qui se produisent assez régulièrement dans notre société. Par exemple, tous les 20 décembre, on va entendre un discours expliquant qu'on ne parle pas de l'esclavage aux élèves qui sont au courant de rien, de leur histoire, ou alors, parfois, à travers des crises. Et en guise d'introduction, je voudrais juste rappeler quelques petites choses sur cette affaire concernant la fresque de Méo, parce qu'à mon avis, elle est très révélatrice de ce dont on va parler ce soir, et ce qui explique aussi la façon dont j'ai organisé mon exposé, mais je vais vous en reparler après. Alors cette affaire, dite de la fresque de Méo, si vous vous en souvenez, elle a éclaté en avril 2024. C'est donc une fresque qui a été intégrée dans un dispositif académique qui était intitulé « Notre école, faisons-la ensemble ». C'est quand même un travail considérable, plus de 200 heures de travail quand même de la part de l'artiste, donc qui représente un personnage qui lui est cher, qui s'appelle Zoliker, donc un jeune réunionnais en train de jouer du rouleur. Avec à ses pieds, donc on a un bertel, des oiseaux pays, une pile de 3 livres. Sur les 2 premiers, donc on lit sur la tranche, où c'est pas un gros plan, donc Mon pays bateau fou et Créole mon langue. Et sur le 3e, donc on voit la couverture Histoire de France. Donc Histoire de France a été rayée et remplacée par Histoire de la Réunion. Bien. Alors l'affaire est devenue publique lorsque le proviseur est intervenu pour demander à Méo un correctif concernant le titre barré du livre, et là ça a donné lieu à des échanges où c'était un peu parole contre parole, en tous les cas vu de l'extérieur. Le proviseur explique que la modification ne figurait pas dans le projet validé qu'on lui avait présenté, et que c'est 3 jours seulement avant la livraison de la fresque qu'Histoire de France a été raturée et remplacée. De son côté, Méo affirme lui avoir clairement exprimé ses intentions. Et le proviseur déclare par ailleurs que Méo avait initialement accepté de modifier l'élément litigieux avant de se rétracter, tandis que l'artiste, de son côté, soutient que les enseignants ont refusé de venir discuter avec lui. Bref, un méli-mélo. Mais moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est la réaction des médias, parce qu'elle témoigne aussi de quelque chose concernant notre rapport à l'histoire, et à l'histoire de la Réunion. À la une du GIR, il y avait indiqué donc une fresque qui valorise la Réunion, et il était indiqué également que les élèves soutiennent l'artiste Méo. Dans témoignage, donc organe du Parti communiste réunionnais, on titrait « L'histoire de la Réunion n'est pas l'histoire de France et doit aussi être enseignée aux jeunes réunionnais ». Le journal estimait que les enseignants qui avaient réagi négativement devant la fresque appartiennent à ce qu'il appelle un courant assimilationniste et rétrograde, et il se félicitait du fait que les élèves, eux, comprennent le message et y adhèrent. Et il estime là-dessus que finalement les idées du Parti communiste réunionnais ont infusé dans toute la population. Ce qui m'a frappé également, c'est que les reportages que j'ai pu voir dans les journaux télévisés et radiophoniques de la Réunion ont tous adopté une posture qui d'emblée a été très critique envers le proviseur et les enseignants censés s'être opposés à la fresque. Alors il y a eu, comme malheureusement pour le cas qui vient de se produire d'un assassinat, des réactions politiques immédiates. Frédéric Maillot déclare ceci: « La censure, c'est la Gestapo de l'esprit. Méo est l'un des artistes militants les plus prodigieux de la Réunion. L'histoire retiendra qu'on a tenté en 2024 de le censurer. » Émile Cavidi, sa collègue, donc, déclare cette censure est d'une grande violence. Erika Barège rappelle que Saint-Denis est, je la cite, un musée à ciel ouvert où l'art, mais aussi notre histoire sont accessibles partout et en tout temps. Et donc elle ajoute que Zoliker laisse une empreinte indélébile dans notre histoire. Il désirait découvrir celle de la Réunion et pourtant on cherche à le faire taire aujourd'hui. Et à l'autre bout de l'échiquier politique, donc Damien Leboisiou, qui est le délégué départemental de Reconquête, lui, il publie un communiqué de presse dans lequel il déplore, je le cite, qu'un artiste peut tranquillement sur fond public et sur les murs urbains de la République française afficher son message sécessionniste.
Chaque jeune réunionnais se verra ainsi conforté dans l'idée que l'école à La Réunion est en devoir d'apprendre à chaque élève à cracher sur la France et son histoire. Bien. Alors l'Académie, pour se dépatouiller de tout ça, est partie consulter une commission extérieure, donc le pôle valeurs de la République du ministère de l'Éducation nationale, qui finalement conclut qu'il n'est pas nécessaire de modifier l'œuvre, mais au acceptant d'y ajouter un panneau explicatif. Mais il n'empêche que, pour avoir été attentif aux réseaux sociaux et à certaines antennes radio, il est clair qu'il y a eu un déferlement de propos ouvertement anti-oreilles, ça n'a pas d'autre nom, et en réduisant d'ailleurs les opposants à la fresque, qui n'étaient pas tous originaires de l'Hexagone, à des stéréotypes. Donc, que retenir finalement de cette affaire qui a occupé les médias en 2024? D'abord, première chose, c'est qu'il est clair que l'objectif initial de co-construction de l'école a été plutôt un échec. Voilà. Certainement des responsabilités partagées, en tous les cas un projet peut-être mal défini précisément au départ, mais surtout avec des intentions différentes, avec un rapport finalement, une compréhension du rapport à l'histoire complètement différente. Mais moi je pense que la question qui était à se poser, peut-être, c'était de savoir s'il était acceptable dans un établissement scolaire de barrer sur une fresque murale un livre, quel qu'il soit. Voilà, je pense que, et cette question-là, je ne l'ai pas entendue. Mais pour moi, la question est là, et je pense qu'il aurait été certainement beaucoup plus judicieux de mettre un ouvrage de l'histoire de France aux côtés d'un autre sur l'histoire de la Réunion, ou de mettre en avant le livre sur l'histoire de la Réunion sans effacer celui de l'histoire de France. En tous les cas, je suis parti de ce fait divers qui m'a interpellé pour essayer de vous présenter ce soir deux choses. Bien sûr, alors c'est un exposé en 2 temps et en 3 mouvements. Dans le premier temps, j'ai pensé qu'il était quand même important de faire un tableau rapide avec quelques repères sur l'enseignement de l'histoire de la bande dessinée et de l'intérêt de la bande dessinée pour transmettre justement cette histoire en dehors, mais aussi dans le cadre scolaire. Parce que à l'origine même de ma démarche de produire de la BD, il y avait l'idée d'avoir un outil pédagogique. Mais je reviendrai là-dessus. Alors, dans un premier temps, je vais juste poser quelques éléments. Ce sont des faits, des bases qui viennent d'un travail que je suis en train de mener et qui devrait être publié l'année prochaine sur l'écriture et la transmission de l'histoire de la Réunion. Mais je pense qu'il est important d'avoir ça en tête quand on parle de la transmission de l'histoire. Alors, je vous ai dit en 2 temps et en 3 mouvements, parce que sur ce premier point, je vais parler rapidement de la période coloniale, et puis après on abordera la période du département jusqu'à nos jours. Alors, concernant la période coloniale, quelques petits repères quand même qu'il faut avoir en tête. D'abord, le premier manuel d'histoire de l'île est publié en 1847. Le deuxième en 1883, mais le point commun entre les deux, c'est que ce sont des frères des écoles chrétiennes qui ont produit ces manuels. Et ce qui est intéressant, en tous les cas pour celui de 1863, parce que celui de 1847, difficile de remettre la main sur un exemplaire, mais celui de 1863, il aborde l'histoire de la Réunion, il aborde par exemple l'ignominie de l'esclavage, 1863, il aborde l'histoire des îles de l'océan Indien et il aborde l'histoire de la France. C'est-à-dire que dans sa première conception même, on n'oppose pas ces différentes échelles. Ensuite, on a à la fin du XIXe siècle un certain nombre d'ouvrages qui vont paraître, d'abord en géographie, en 1896, manuel de géographie d'Émile Trouette. Et puis, là aussi, il faut avoir quelque chose de clair en tête, c'est que avant Ferry et après Ferry, on a enseigné l'histoire locale ici. Donc, cette idée de dire que ça a toujours été l'enseignement de nos ancêtres les Gaulois, c'est une erreur profonde. Alors, les premiers programmes de 1902-1903 accordent
une place très importante à l'histoire locale. On a un quart du programme d'histoire en cours moyen qui est consacré à l'étude de l'histoire de l'île. Et parmi les premiers manuels qui vont sortir, qui sont cette fois en lien avec les programmes, puisque les autres n'étaient pas été produits, mais j'allais dire sans répondre à des programmes scolaires bien précis. En 1909, donc c'est Paul Hermann qui le premier va publier un manuel qui est destiné aux cours moyens et supérieurs pour enseigner d'abord la géographie. Et puis en 1924, donc il va publier La Réunion pour élémentaire, qui est un ouvrage qui répond au programme de 1923, qui encourage une adaptation des cours à l'environnement local. Et ce manuel va être édité 5 fois jusqu'en 1931, et il a marqué des générations jusque dans les années 60. Mais bien sûr, il y a le contexte de l'école à ce moment-là. C'est-à-dire que, et là je vous renvoie aux travaux faits en particulier par Raoul Lucas, il y a d'abord les lenteurs du pouvoir central à produire des décrets d'application des lois métropolitaines. Et puis, il y a aussi les lenteurs du Conseil général de la Réunion à les mettre en application. Tout ça avec aussi de la part du Conseil colonial une volonté peu affirmée de véritablement vouloir démocratiser l'enseignement. Donc, clairement, au moment de la départementalisation de 1946, la démocratisation de l'enseignement reste encore un chantier. Alors, quelle est la situation après 1946 ? Celui qui va assurer, le personnage qui va assurer le passage de la colonie au département, Hippolyte Fouque, qui était le dernier chef du service de l'instruction publique, puis le premier vice-recteur de La Réunion, va rédiger l'introduction de l'histoire abrégée de l'île de La Réunion, qui est rédigée par Eugène Soury en 1954. Et il fait lui-même le constat, il n'y a pas la peine d'aller plus loin, il dit « Les Réunionnais adultes eux-mêmes ne connaissent que très peu le passé de leur petit pays ». Donc, ce n'est pas clairement le fait qu'il y ait eu des manuels qui fait que les Réunionnais maîtrisent leur histoire, mais ça c'est lié tout simplement à l'état de l'école. C'est-à-dire qu'on est encore loin, en 1946, d'avoir une école comme on peut l'avoir aujourd'hui. Le dispositif va ensuite se poursuivre, la production locale, mais entre 1946 et 1981, il va y avoir 5 manuels d'histoire destinés aux primaires, mais aucun de ces 5 manuels ne propose une reconnaissance spécifique de l'histoire locale. C'est-à-dire qu'on a la géographie, mais il n'y a pas, j'allais dire, de production sur l'histoire locale. Alors on va revoir ensuite apparaître dans les années 60 un certain nombre d'ouvrages, en particulier celui-là, 1967, qui est publié sur la géographie locale. J'ai travaillé avec moi, donc c'était bien 10 ans plus tard, mais je me souviens très bien avoir travaillé sur ce manuel. C'est intéressant aussi, parce que ce manuel de géographie reposait sur la notion de milieu. Or, le concept de milieu, qui était revisité par la géographie régionale et humaine de l'époque, n'est pas neutre, parce que politiquement, il a été repris, parce que c'est une façon simple d'essayer d'expliquer le développement des sociétés humaines du fait de leur environnement naturel. Voilà. Donc ça a amené aussi un discours très particulier sur les îles tropicales dont faisait partie La Réunion. Alors, à côté des manuels, se pose aussi la question des ressources pour les enseignants. Alors, je vais juste rappeler quelques éléments. D'abord, entre 1932 et 1949, on a eu un recueil trimestriel de documents et travaux inédits, et puis avec la création des archives départementales, dès 1954, on a une série de recueils de documents et travaux inédits pour servir à l'histoire de la Réunion, qui ont eu une continuation entre 1975 et 1981, et d'ailleurs, les archives départementales qui ont retrouvé un stock depuis plusieurs mois les donnent gratuitement à l'entrée. C'est là où je me suis resservi, mais visiblement, ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Pourtant, à l'intérieur, il y a des tas d'études de documents qui sont des pépites. Donc, il y a eu aussi
une volonté locale de produire des documents pour pouvoir travailler sur le sujet. Et sans entrer dans les détails, à côté des programmes, à côté des manuels, il y a aussi les hommes. Et les années 60 sont caractérisées par deux choses. D'abord, la question de méthodes nouvelles que l'on apporte à La Réunion. En 1956 en particulier, vous avez un groupe d'enseignants adeptes de la méthode Freinet, donc qui est centré sur l'étude du milieu local, qui va créer aussi des fiches d'histoire locale de La Réunion. Et ces enseignants sont basés d'ailleurs dans le sud. Et ce travail va pouvoir être mené en particulier du fait d'un inspecteur primaire qui est nommé dans l'île en 1955, qui s'appelle Roger Huberschlag, et qui va se montrer très attentif aux expériences menées par Marcel Le Guen, qui est un instituteur d'origine bretonne, ancien résistant, qui est arrivé dans l'île en 1951, et qui, à partir de 1954, est à l'école du Tevlav, qui est le lieu où, 20 ans plus tôt, Paul Hermann, dont on a parlé, instituteur qui a produit des manuels scolaires et des cartes, d'ailleurs, de géographie, donc Paul Hermann faisait là-bas de l'apiculture avec des élèves du primaire. Et je voudrais quand même vous lire ce que Le Guen déclarait dans un de ses ouvrages, donc le maître d'école du TV là-bas, de sa confrontation avec les élèves créolophones. Voilà ce qu'il rappelle dans ses mémoires. Quand je me suis interrogé sur les difficultés que je rencontrais dans ma classe, il a bien fallu que je remette en question la pédagogie parisienne que nous pratiquions, département français oblige. Quoi de plus naturel, m'avait-on appris, que d'aller du connu vers l'inconnu? Et quoi de plus naturel par conséquent, me semblait-il, que de parler d'abord à l'enfant la langue qu'il connaît, pour aborder ensuite celle qui ne comprend pas ou comprend mal. Mais nous ne le faisions pas, et n'étions pas autorisés à le faire. J'étais cependant convaincu du bien fondé de cette progression, et s'il m'en fallait écrire ou parler, je désignais la façon pédagogique qu'elle impliquait sous le nom de méthode naturelle, par opposition à la méthode directe en usage dans toute l'île du battant des lames au sommet des montagnes. L'administration lui a confié d'ailleurs la direction d'une école expérimentale à la Plaine des Cafres, mai 1956, il y a une bascule politique ici. On a 2 députés communistes élus sur les 3 de l'île. Le gouvernement socialiste de Guy Mollet prend peur, on est aussi dans le contexte de décolonisation, de guerre coloniale, et il envoie donc le préfet Perrault-Pradier qui, de 1956 à 1963, va très consciencieusement nettoyer tout ce qui ressemble à un élu communiste dans l'île. Et il y aura même en 1960 donc l'application de l'ordonnance Debré sur les fonctionnaires soupçonnés de troubler l'ordre public, mais le résultat des cours, c'est que Huberschlag est renvoyé dans son Alsace natale et que Le Guen devient persona non grata ici. Voilà. C'est-à-dire que dans ces années 60, la réflexion sur la pédagogie du local, finalement, elle a été portée par des hommes de gauche qui se sont retrouvés très vite sous les foudres de l'administration de Michel Debré. Bien. Ce qui n'empêche pas, en 1975, donc la Société des professeurs d'histoire et de géographie de réaliser ce recueil de textes et d'histoire locale qu'on peut trouver encore. Et puis après, il va y avoir une succession d'avancées et parfois de reculs législatifs. En tous les cas, il y a un tournant en 1978. On a basculé aussi au niveau politique en France. Mais en 1978, donc dans les classes de 4e et de 3e, il est précisé que les thèmes d'histoire doivent être illustrés par des exemples locaux et régionaux. 1985, les directives vont plus loin parce qu'on demande aux enseignants du primaire de consacrer un tiers de l'horaire annuel à l'histoire et la géographie locale. Alors il y a un recul en 1995, puisqu'il n'y a plus d'obligation d'étudier le milieu local. Et aujourd'hui, on est dans la question, dans une situation qui est celle dite des adaptations de programmes. Alors, ces adaptations de programmes qui arrivent à l'abolition de l'esclavage, et on assiste à ce moment-là à une forte demande de travail, de découverte, de respect de l'identité et de l'histoire locale. Et donc le gouvernement socialiste de Lionel Jospin décide de mettre en place ces adaptations sur lesquelles je reviendrai. Mais en tous les cas, c'est le moment où on a la loi d'orientation pour l'outre-mer, 2000, qui reconnaît les langues créoles dans les départements d'outre-mer. Ça entraîne 2 dynamiques.
une dynamique universitaire. L'Université de La Réunion va produire un certain nombre d'ouvrages, de manuels qui vont servir à la fois les étudiants et les enseignants. Et puis on va avoir des éditeurs nationaux qui vont produire entre 2001 et 2006 des manuels d'histoire liés aux adaptations de programmes, qui restent encore aujourd'hui des lignes très intéressantes de documents, même si après cette première vague, on n'a plus rien eu. Alors, ces adaptations de programmes, il y a eu un bilan en 2017, fait par deux universitaires, Pierre-Éric Fagel et Sylvain Genevoix. J'espère que vous avez moins froid que moi, parce que moi je suis dans le courant ascendant là. Donc je reviens sur ce bilan, ces adaptations de programmes. Donc vous avez 300 enseignants à peu près de collèges, de lycées qui ont été interrogés. Les adaptations de programmes datent de 2000, vous avez vu, on est en 2017 et pas loin de 30% des enseignants n'avaient jamais entendu parler de ces adaptations. Dans le lot, 50% sur les enseignants moins de 5 ans d'expérience, c'est-à-dire que les jeunes enseignants en avaient encore moins entendu parler que les autres. Les adaptations étaient majoritairement appliquées au collège, 60% des enseignants contre 40% au lycée, notamment en 4e, 3e, avec la question de l'esclavage, et les thèmes les plus traités, alors dans l'ordre croissant, les grands voyages de découverte des Européens, 49,6%, le fait colonial, 51,3%, et la traite négrière et l'esclavage, 81% des répondants. Autrement dit, s'il y a bien un sujet qui est travaillé depuis 2000 ici dans les écoles, même si ça n'est pas travaillé pour tout le monde, mais c'est bien la question de la traite négrière et de l'esclavage. En outre, le concours de la flamme de l'égalité, qui est un concours national qui a été lancé en 2015, dans ce concours, vous avez La Réunion, qui est la 3e, merci. C'est un père pour moi. En fait, il ne veut pas que je tombe malade, parce que demain je travaille avec lui. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que La Réunion est au niveau national la 3e académie en termes de projets présentés. Donc, et ça va du primaire au collège en passant par le lycée. J'ai même vu des élèves en spécialité, en terminale, qui ont produit quelque chose dans le concours La Flamme de l'égalité. Donc vous voyez, il y a des enseignants quand même qui font preuve d'imagination, parce que c'est pas simple d'aller travailler en terminale sur cette question-là. En tous les cas, près des 3/4 des enseignants interrogés font un bilan positif de ces adaptations. 20% émettent des réserves. Non pas sur des questions d'idéologie, mais parce qu'en 2017, ils estimaient qu'il manquait de ressources, et puis aussi du fait de la lourdeur des programmes. Et puis il y a un autre sujet qui n'est pas abordé directement, mais que les auteurs de l'enquête soulèvent, c'est que c'est le manque de formation initiale, parce que les études ont montré qu'un enseignant s'approprie d'autant plus un sujet que lui-même, lorsqu'il a été étudiant, a travaillé là-dessus. Or, vous avez la très grande masse des étudiants qui sortent de l'Université de La Réunion, je ne parle pas des enseignants qui arrivent d'ailleurs, qui n'a pas de connaissances sur, j'allais dire, tout le panel, toute la chronologie de l'histoire réunionnaise. Alors depuis 2020, on a de nouvelles adaptations. Cette fois, les adaptations ont un peu changé. On propose une contextualisation, c'est-à-dire d'aborder un sujet en partant du local. L'exemple même, c'est celui de la traite négrière. Et puis, il y a quelques ajouts et substitutions, c'est-à-dire qu'on propose à l'enseignant, parce qu'il n'y a aucun caractère d'obligation, on l'incite, sur tel chapitre, on peut, au lieu de traiter ce point, traiter d'un autre point. Maintenant, ces adaptations, elles soulèvent pour moi un certain nombre de questionnements. La première remarque, et j'en ai 3 à faire, est la suivante, c'est-à-dire que ces adaptations officielles, elles ne concernent exclusivement, et ce depuis l'époque coloniale, que les territoires issus de l'ancien empire et avec des objectifs politiques. C'est-à-dire que si je prends le cas de la Nouvelle-Calédonie, l'introduction officielle des contenus sur l'histoire et la géographie locale, ça date des accords de Matignon 88, puis les accords de Nouméa en 98, qui intègrent donc davantage l'histoire kanake. Les Drômes, c'est 2000. C'est lié à la volonté de répondre à cette demande des élus locaux, des associations locales, de plus
d'informations sur l'histoire locale. Mais ça reste finalement, quand on voit comment c'est déployé, c'est aussi, on peut aussi le voir sous cet angle, un outil de contrôle du caractère national des programmes scolaires, qui garantit la primauté de finalement l'unité républicaine, tout en laissant une marge d'expression symbolique aux singularités des sociétés ultramarines. Et cette souplesse varie d'ailleurs selon le degré d'autonomie, c'est-à-dire qu'en Nouvelle-Calédonie, l'enseignement de la culture kanak est obligatoire, ce n'est pas le cas à La Réunion. Voilà, donc c'est une réponse aussi du pouvoir central à la situation locale. Ma deuxième remarque sur ces adaptations, c'est que l'histoire même de ces adaptations est intimement liée à l'histoire d'enseignement dans les colonies. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il est erroné de dire que l'enseignement dans les colonies s'est toujours conformé, sous la houlette de Jules Ferry, à se conformer aux programmes nationaux. Hein. Chaque fois on dit nos ancêtres les Gaulois, nos ancêtres les Gaulois. Ben, il se trouve qu'en 1931, au moment même où il y a la grande exposition coloniale, il y a en septembre 1931 un congrès international de l'enseignement dans les pays d'outre-mer qui est organisé parallèlement à l'exposition coloniale. Il y a plus d'une centaine de participants de tout l'Empire, chefs de l'instruction publique, inspecteurs, enseignants, et il y a des débats. Et parmi ces débats, il y a la question de la spécificité de l'enseignement. Et là, on se rend compte qu'il y a une grande diversité de pratiques qui sont liées à la variété des instances de décision en fonction des colonies. Mais grosso modo, on a deux camps. Celui des partisans d'une normalité des enseignements, c'est-à-dire que la France est là pour civiliser, donc elle apporte sa culture, et c'est sa culture que l'on apprend. Et puis, il y a les partisans de la spécificité des enseignements. Mais, c'est là où c'est intéressant, c'est que l'objectif de l'enseignement adapté, c'est de maintenir la domination coloniale en ajustant les contenus à chaque territoire. Je vais vous montrer par exemple ce qui est écrit sur leur histoire, et d'autre part que l'école puisse rester un lieu d'émancipation tant individuelle que collective. Je vous donne à lire aussi, parce que je pense que ça peut servir à la réflexion, ce passage d'un ouvrage de Philippe Vital, qui est un sociologue avec lequel j'ai travaillé, qui est un des spécialistes, si c'est le spécialiste en France des curriculums, parce que bizarrement, contrairement aux pays anglo-saxons, c'est un sujet qui est très peu abordé. Voilà ce qu'il dit. Aujourd'hui, les revendications ethniques, communautaires, culturelles, genrées et cultuelles qui peuvent surgir aussi bien dans les institutions scolaires que dans la vie quotidienne développent en outre une citoyenneté particulariste. Non plus l'affirmation d'une appartenance du citoyen à un État national démocratique, mais une appartenance à une communauté particulière qui revendique ses droits et sa reconnaissance. Donc, parler davantage d'histoire de la Réunion, c'est à mon avis fondamental, mais ça demande aussi une réflexion plus large. En quoi changer les programmes? Ça ne change pas fondamentalement parfois les choses. Je voulais vous mettre aussi, vous soumettre ce sondage qui est paru en 2024, qui a été fait sur des jeunes de 16 à 24 ans de l'Hexagone. 46% d'entre eux ignoraient que la Révolution française avait lieu en 1789. 69% ne savent pas quand les femmes ont eu le droit de vote en France. 63% ne savent pas quand Hitler est arrivé au pouvoir. Et 18% ne disent jamais avoir entendu parler de la Shoah. Ça fait réfléchir. Parce que s'il y a bien des sujets sur lesquels, en tant qu'enseignant, en passant par le primaire, le collège et le lycée, on travaille, c'est la Seconde Guerre mondiale. Voilà ce qui reste au bout. Donc, ça interroge aussi sur d'autres choses. C'est-à-dire la façon dont on transmet l'histoire, le sens que ça a aussi pour ceux qui réceptionnent ce savoir. Donc, vous voyez que de vouloir changer les choses en simplement se disant « Allez, on va augmenter la quantité de programmes d'histoire sur la Réunion », ça peut ne rien changer du tout non plus. Alors, conscient finalement de ces limites, hein, mais il me semblait important quand même de revenir là-dessus, parce que c'est ce qui porte aussi, moi personnellement, tout mon travail. Je me suis engagé dans de nombreuses opérations, on va dire, en dehors de l'école, en termes d'éducation populaire, que ce soit par des films, par des publications pour le Conseil à la culture et à l'environnement,
mais aussi par la BD. Et la première BD vers laquelle je suis allé, alors je ne suis pas du tout... enfin, je n'avais rien de commun avec la BD, sauf que, en réfléchissant peut-être, puisque j'ai fait tout mon collège et une partie de mon lycée avec Apollo, voilà, et puis avec TM. Donc, sans avoir publié avec eux, puisque moi je suis parti un petit peu plus tôt, je suis parti en classe de première et terminale pour faire un sport-études judo. Donc au moment où eux, lycéens, c'est intéressant d'ailleurs cette génération, parce que finalement c'est la génération à laquelle j'appartiens, qui a fondé le Cri du Marouillat, s'est très vite investi dans l'histoire locale. Ça veut peut-être dire aussi quelque chose sur un besoin là, qui s'est produit avec cette génération née fin des années 60, début des années 70. En tous les cas, la première bande dessinée que j'ai faite, je l'ai produite alors que j'étais enseignant en Normandie. Je faisais à l'époque ce qu'on appelait les itinéraires de découverte. C'était des projets interdisciplinaires. Alors j'étais le premier, parmi les premiers histoires à hurler quand on nous a retiré des heures pour faire ça, mais finalement, je crois ce que j'ai fait de plus constructif et de plus riche dans ma carrière, c'était dans le cadre des itinéraires de découverte, parce que c'était du travail commun, et je crois que c'est aussi quelque chose qui me plaît dans le travail de bande dessinée. C'est que je travaille avec un co-scénariste très souvent, avec des dessinateurs, c'est-à-dire avec des gens qui voient d'abord qui ne sont pas de l'éducation nationale, ça fait du bien de respirer un peu, mais surtout qui ont une vision différente d'un même sujet qui nous intéresse, à savoir l'histoire. Voilà. Et c'est la confrontation de ces points de vue, je pense que je vais terminer complètement gelé, merci papa. Donc, que c'en est. Ah ben, si je vous parle en faisant ça, je vais terminer. Merci, Gilles. Alors, ça va, je suis pas trop bleu encore. Je vais vous confisquer votre bonnet, vous allez voir. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que le besoin de BD est né de là. En 2007, j'ai donné à mes élèves ce qu'on appelle un itinéraire de découverte, où ils étaient censés incarner un député français qui, en 1847, va en Afrique, puis ensuite vient à La Réunion, regarde comment se déroule la traite de l'esclavage, et il rentre et il produit un discours appelant à l'abolition de l'esclavage. J'avais des documents, et je leur ai donné une quarantaine de documents, ils étaient en groupe de 2. J'avais des documents de toute nature. Il me manquait une seule chose, la bande dessinée. À l'époque, il n'y avait rien. Il y avait juste les Passagers du vent, Bourgeon, d'ailleurs dans l'école des lettres, il y avait eu tout un dossier littéraire dessus, mais ça me faisait quand même un peu mal de donner à mes élèves un dossier sur une BD qui se déroulait dans les Antilles pour parler de l'esclavage dans l'océan Indien. Donc je me suis dit, je vais la faire moi-même, la BD. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et ce que je vais essayer de vous montrer, donc ça a été les Baya, puis Joro, avec une dessinatrice qui s'appelle Laetitia Laralt, qui est une métropolitaine, parce qu'à l'époque j'étais en Normandie quand j'ai commencé à faire ça. Mais l'objectif c'était vraiment au départ de me dire, je vais faire un outil pédagogique pour pouvoir travailler avec, tant mieux, enfin, si ça se vend comme ça, mais je vais pouvoir travailler en classe avec. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est maintenant comment, à travers la bande dessinée, on peut aussi finalement aborder les questions historiques, c'est-à-dire poser un certain nombre de questions complexes. Alors, Tambour battant, vous voyez, c'est un dessin dit en ligne claire. Le premier tome est en noir, en blanc et en marron. Le deuxième tome qui porte sur la révolte de Saint-Louis. Donc le premier tome se déroule au moment de la première abolition de l'esclavage. Le deuxième tome se déroule au moment de la révolte des esclaves de Saint-Leu. Je m'appuie sur la culture locale, sur le criquet-craquet d'un côté et sur les sirandanes de l'autre. Mais vous voyez que les personnages là, que l'on voit, ils sont tout en marron. Le tissu, le corps, tout. Et parfois ils sont blancs, parfois ce sont les blancs qui sont marrons. Voilà, c'est un choix qu'on a fait avec la dessinatrice, l'idée étant de montrer que ce n'est pas une histoire qui s'écrit en noir et blanc. Voilà, c'est-à-dire que rien qu'à travers l'usage
des couleurs, il y a eu cette idée. Alors ma deuxième BD, je l'ai faite, donc je suis arrivé au lycée Pierre-Labourgue, et bien que je connaissais un petit peu l'état des lieux, je me suis rendu compte avec mes élèves de lycée que je ne connaissais pas grand-chose à l'histoire de la Réunion, mais en même temps, c'est pas normal, puisque si nos élèves arrivaient qui savaient déjà tout sur tout, on ne se servirait pas grand-chose. Mais je me suis dit que quand même, il y avait des choses à faire. Donc là, j'ai travaillé avec Fabrice Urbatro. Là, ça a été un travail à partir de l'humour, entré par l'humour. C'est-à-dire que j'ai conçu, donc ce sont des élèves de collège à La Réunion, j'ai conçu ce que j'appelle des petits foutants, donc qui créent une situation qui permet ensuite de développer sur la page de gauche des éléments informatifs. C'est la pleine des coffres. C'est ma fille qui a pitié de moi maintenant. Non, mais en fait, je pense que je suis juste dans le truc là. Voilà. C'est le principe du collaboratif. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que ça aussi, c'est quelque chose qui a guidé mes BD jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu une partie documentaire. Je suis en train maintenant de travailler à l'abandon de ce cahier documentaire sur quelques projets, et même parfois à l'abandon du texte lui-même. C'est-à-dire que de se retrouver juste avec le dessin pour arriver à faire comprendre la complexité d'une histoire. En tous les cas, c'était quelque chose qui était aussi très pédagogique, puisqu'il y avait un QR code où on accédait à des jeux, à des définitions. Et puis après est arrivé un ouvrage qui s'appelle L'autre côté de la mer, qui porte sur la Grande Guerre, donc 2014-2019, parce que j'étais au départ à la recherche de documents pour mes élèves de lycée. Et puis j'ai découvert une histoire qui m'a passionné, qui est encore racontée à Saint-Joseph. C'est la Société d'Histoire Saint-Joseph qui l'avait mise dans un petit fascicule sur les poilus. C'est un poilu qui serait rentré en 1917 et qui habitait du côté de Saint-Joseph, qui voulait plus repartir à la guerre. Donc là, il y a plusieurs versions en fonction des familles. Nous, on a retenu celle qui est amusante, c'est-à-dire que la femme du poilu l'a habillé en femme, mais à un moment donné, il se fait repérer bien sûr par la maréchaussée, qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, et là s'ensuit une poursuite, qui pour moi, qui ai beaucoup travaillé sur l'esclavage, je me suis dit, mais c'est la chasse au noir marron, sauf que c'est un gardéo. C'est-à-dire que finalement, il y a eu télescopage entre la mémoire de l'esclavage et la mémoire de la Grande Guerre. Et partant de là, donc on a conçu un récit. Et là, c'était un travail donc, dans lequel on a intégré un cahier historique. Alors, le co-scénariste, il n'était pas du tout convaincu, mais pas du tout, par l'idée d'un cahier historique. Et aujourd'hui, on reconnaît que finalement, c'était une bonne chose parce qu'on a des lecteurs qui rentrent par la BD, des lecteurs qui rentrent par le cahier historique. C'est-à-dire que finalement, c'est le gâteau plus la chantilly. Et on s'est rendu compte que ça amène des publics différents. Et là, alors c'était un travail qui est beaucoup basé, le dessinateur qui est pour moi un des meilleurs de la Réunion, si ce n'est le meilleur, qui s'appelle David Dervillé, a fait un gros travail de reconstitution historique, c'est-à-dire que pour tout ce qui est des décors, il y a un vrai travail de fond, avec des sources d'archives, mais ce qui nous a intéressé aussi, c'est, et là on est toujours sur un fil ténu lorsqu'on est enseignant d'histoire, c'est-à-dire sur la part de l'émotion. Le récit marche parce qu'on s'attache à notre poilu, à sa famille, et là l'attachement se fait avec des dessinateurs de qualité. On a quand même, il fallait un mort, hein, parce qu'à un moment donné on se rend compte que notre famille elle traverse la guerre sans avoir mort, donc il fallait en tuer un. Donc le co-scénariste a dit bah, c'est le bellâtre qu'on va tuer. Et il est mort. Mais vous voyez qu'il n'est pas mort n'importe comment, c'est-à-dire que vous avez et ce monument aux morts joue un rôle dans l'histoire, vous avez eu un monument aux morts à Saint-Joseph qui a été remisé en 1954, mais vous voyez que le dessinateur a représenté, si vous regardez bien,
il a représenté le poilu dans la même position que le monument aux morts, en sachant que finalement, pour toutes ces familles qui n'ont jamais revu leurs proches partir à la guerre, la seule incarnation du papa, du tonton, du grand-père qui est parti, c'est cette statue. Vous voyez que ça va très loin. Et je n'ai pas le temps ici de vous montrer tout ce travail de réflexion, mais il y a vraiment un travail pointu, et ça va même plus loin parce que c'est ça qui est aussi très intéressant. Moi, j'ai fait mon DEA d'histoire sur les représentations qu'avaient les Français de l'Hexagone sur la Réunion entre le XVIIe et le XIXe siècle. Et j'ai eu besoin de ce travail sur les représentations pour repartir après vers les cultures politiques. Et là, à un moment donné, dans le scénario, on fait un jeu de mots. Les enfants sont effrayés de ce qu'on leur raconte des soldats allemands, et en particulier, il y a un jeu de mots autour de gangrène, parce que le médecin parle de gangrène, et en créole, il comprend la gangrène. Et donc, du cerveau de David d'Orvillet est sorti ce dessin, du cauchemar de l'enfant qui voit un arbre à gauche. Voilà, c'est-à-dire que vous avez l'arbre qui pousse, puis il y a des graines qui tombent, et il y a ces espèces de monstres, de morts vivants qui sortent. Et là, c'est intéressant parce que ça permet aussi de toucher justement à quelque chose qui est fondamental finalement dans le comportement des gens, c'est-à-dire les représentations qu'on a, les émotions, ce qui pousse à l'action. Alors là où ensuite, donc c'est une autre BD que j'ai faite après avec TM sur la question dite des enfants de la Creuse. Là aussi, et je trouve que l'exercice est bien réussi, s'il y a bien un sujet sur lequel, j'allais dire, on amène les Réunionnais à être sensibilisés, à être touchés, c'est cette question, c'est le thé qui arrive maintenant. Merci. On va essayer de vous garder jusqu'au bout. Merci. Et donc voilà, ou alors je fais 10 pompes entre chaque BD. Donc c'est une épreuve. Hein. Après je pourrais prendre un t-shirt avec marqué j'ai survécu. Donc TM était venu vers moi pour travailler sur ce sujet. J'étais à ce moment-là dans la commission d'enquête historique. Je lui ai dit écoute, on attend que ça soit terminé pour plusieurs raisons. Et là, il y a justement tout un travail qui a été fait sur finalement un sujet qui est un sujet d'histoire très vive, mais où en même temps, on ne bascule pas, je veux dire, on ne quitte pas ce fil de crête entre l'émotion et la raison. Voilà. Le jeu, dans ce travail, puisque c'est un travail sur les mémoires, ça a été l'usage des couleurs pour la chronologie, puisque vous avez un personnage qui revient, c'est toutes les pages qui sont sur fond vert, un enfant de la Creuse, pour utiliser l'expression médiatique, qui revient et qui enquête sur son passé. Ce qui est en rose, c'est son histoire en 1965, avant qu'ils soient envoyés dans l'Hexagone. Et puis ce qui est en jaune, c'est l'histoire d'un homme qui va le croiser, qui va influer aussi sur son destin, qui est un jeune fonctionnaire qui vient d'arriver à La Réunion, qui est muté au Bumidum. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est intéressant parce qu'ils se croisent à un moment donné. Dans 2 pages, il y a le point de vue de l'enfant, le point de vue du fonctionnaire, et si vous regardez bien la page qui est en orangé, vous avez... Je vais me lever, ça va me faire du bien. Vous avez une image ici qui est en rose, dans lequel il y a l'enfant qui est enfermé, hein, il est dans la camionnette, mais c'est la couleur qui correspond à son histoire. Et ce qu'on a ajouté, c'est TM qui a eu l'idée de cette page de gazette, c'est qu'entre chacun des chapitres, on a intégré une page de gazette avec des informations, j'allais dire, de type historique sur le sujet. Donc vous voyez, on a mêlé encore les deux. Et puis, il y a un travail aussi sur les représentations, sur les non-dits, sur finalement ce qui peut amener aussi parfois des situations de conflit. Le seul moment où on a de la couleur, ce sont les dernières pages, où finalement on a, sans aucun texte, l'histoire dont le puzzle est reconstitué. C'est-à-dire que cet enfant
il a toujours cru qu'on l'avait envoyé parce qu'il avait crevé avec un couteau le ballon de sa sœur, pour voir s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Et il a porté ça toute sa vie avec lui, et ça se termine par quelque chose qu'il voit de loin, hein, en tant qu'enfant, mais là, il y a la réponse qui est apportée, on voit la maman qui met son empreinte au bas de la feuille. Et ça, c'est dit sans mots. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu l'histoire avant, il y a eu des éléments historiques, et à chacun de conclure ce qu'il veut. C'est-à-dire, soit la mère n'a pas compris, soit elle a été forcée, soit elle a accepté. Voilà, donc il n'y a pas de leçon qui est donnée. Alors, la BD suivante a été aussi un vrai défi, puisque, alors ça c'est une commande d'une bande dessinée, il fallait raconter les 360 ans d'histoire de La Réunion en 48 pages. Dans un premier temps, on me l'avait déjà proposé quelques années auparavant, j'avais dit non, et puis là, la proposition est revenue. C'est Fabrice Surpatro qui est revenu vers moi, qui avait été contacté par l'éditeur, et j'ai accepté pour deux raisons. Et une de ces raisons est en particulier qu'il existe toujours une histoire de La Réunion en 5 volumes, publiée par Orphée, qui était sortie en 85. J'ai grandi avec. Elle avait pour moi déjà à l'époque, alors que j'étais entré dans l'histoire par l'histoire de France en bande dessinée. Quand j'étais plus jeune, j'avais découvert, je devais avoir 7 ou 8 ans, dans une supérette de Saint-Denis. Et je suis tombé en admiration devant la première couverture. Mais il y avait dans ces bandes dessinées des dessins dans lesquels on plongeait. C'était vraiment des grands dessins, et je me souviens toujours, j'ai toute la collection à la maison, mais on voit Vercingétorix qui est sur son cheval et qui charge vers les Romains, donc vers le spectateur, avec ses hommes derrière. Et j'ai découvert là-dedans un univers que je ne connaissais pas, les chevaliers, la Renaissance, enfin, j'ai voyagé, et je pense que c'est un des éléments qui m'a amené vers l'histoire. Et puis en 85, parce que ça date de 77, hein, l'histoire de France en bande dessinée, il y a eu l'histoire de La Réunion en bande dessinée. Là, le problème, c'est que le dessin disparaît sous texte. Ça se veut trop didactique, il y a trop d'informations. Mais bon, j'ai appris des choses dedans. J'avais 15 ans, hein, et en lisant, j'ai appris des choses. Sauf que cette bande dessinée, elle a été publiée dans les années 80 avec le savoir que l'on avait dans les années 80, avec le discours qu'on tenait dans les années 80 sur l'esclavage et la colonisation. Et pour moi, ça pose un vrai problème. Et ça, c'est pas la responsabilité des auteurs, c'est la responsabilité de l'éditeur qui continue à le vendre, et on le trouve partout, même à l'aéroport. Pour moi, c'est problématique. Il y a un certain nombre de propos qui sont tenus sur l'esclavage en particulier qui posent problème aujourd'hui. Et ça veut dire qu'il y a encore des générations qui lisent ça. Voilà. Donc c'est une des raisons qui m'a fait accepter cette bande dessinée. Et là, on a travaillé sur le rapport histoire-mémoire. À nouveau, à travers cette histoire des enfants de la Creuse, c'est une prof d'université. Ça me permettait de la mettre à un certain niveau, ça facilitait le travail pour ses recherches, dont la grand-mère était une enfant de la Creuse qui vient à La Réunion pour enquêter, et qui va découvrir La Réunion comme un touriste, c'est-à-dire qu'on n'entre pas dans l'histoire de La Réunion de manière chronologique, on entre en fonction, vous voyez là, ce sont les premières planches, elle arrive à l'aéroport, elle tombe devant le monument des enfants de la Creuse, et puis elle va sur Saint-Denis, et puis voilà, elle croise des monuments comme ça au fur et à mesure. Et d'ailleurs, la première page d'histoire qu'elle va rencontrer, c'est celle des engagés au Lazaret. Alors vous voyez qu'il y a un travail, c'est du dessin à la main, hein, c'est pas de la reproduction de documents photographiques, avec un jeu aussi sur les couleurs pour des documents d'époque. Et il fallait, parce que c'était une commande de l'éditeur, il fallait qu'on retrouve des personnages et des lieux qui soient identifiables. Alors une des raisons qui nous a fait accepter aussi, c'est qu'il y avait sur les pages la possibilité de temps en temps de mettre... alors au départ c'était une application faite par l'éditeur lui-même, et puis ensuite ça a été des QR codes, mais il y avait la possibilité de pointer vers quelque chose pour aller plus loin. Ça c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans quelques BD que je fais, c'est-à-dire que celui qui a envie d'aller plus loin, le QR code pointe vers
une vidéo d'un historien qui développe le sujet. Après, il y a eu aussi petite intervention, là c'est encore par l'humour, par une forme de dystopie. 2021, j'ai abordé la question de la statue de Mahé, donc c'était bien avant qu'on la déboulonne, mais il y avait déjà des débats dessus, et avec la dessinatrice Kitsune, dans Le Cri du Margouillat, on a fait une petite BD en 10 pages, où j'essaie de faire réfléchir sur le sujet. Pour faire simple, on est dans une société du futur, où c'est le grand consumat qui est une sorte de dictature type guerre des étoiles, qui dirige la Réunion, et bien sûr c'est la consommation qui dirige tout ça. Et les trois, parce que c'est ça qui est génial, parce que quand on fait de la BD, on peut faire parler les statues et les faire vivre. Et il se trouve qu'on a la statue de Roland Garros, la statue de Gédéon, cet esclave qui a été décapité, Géréon, qui a été décapité au moment de la révolte de 1811, et il y avait la statue de Maï la Bourdonnais. Et ces trois statues, dans mon histoire, elles sont dans un cachot, et elles savent qu'on va les faire disparaître. Donc elles décident de se rebeller, elles font exploser, parce que tout ça fonctionne grâce à l'énergie du volcan, donc elles décident ensemble, voilà, de tout faire exploser, et à la fin il ne reste que les trois statues. Et c'est une façon aussi de faire réfléchir, parce que finalement les générations passent, mais les statues restent, et qu'est-ce qui va rester finalement de la société réunionnaise une fois que tout ça sera passé. La bande dessinée suivante a exploré cette fois. On a cherché à réécrire l'histoire de la Réunion à travers le destin de femmes. Voilà, 5 Réunionnaises, 5 destins, avec là un travail où mon co-scénariste a été beaucoup plus libre que d'habitude, c'est-à-dire que lui, ce qui l'intéresse, tel personnage, il pensait ça. Je dis, mais d'où tu tires ça? Tu as la preuve? Il me dit, est-ce que tu as la preuve du contraire? Voilà, donc l'idée, ça a été en 10 pages, avec à chaque fois un dessinateur, une dessinatrice différente, d'imaginer un moment où le destin de ces femmes a basculé vers ce qui fait qu'elles sont devenues ce qu'elles ont été. Voilà, la Troisième République, or, finalement, elle a été omise à un moment donné, et donc il y a débat à recherche. Pas un mémoire de maîtrise, pas une thèse, rien. Donc c'est aussi révélateur du rapport à la place des femmes dans notre histoire. En tous les cas, donc vous le voyez, 5 femmes, mais là aussi on a fait un choix qui était qu'il y a une seule de ces femmes qui est un personnage de fiction, c'est Sia, l'engagée indienne, parce qu'on s'est dit voilà, les autres elles ont déjà un nom où on va apprendre à les connaître, que ce soit Célimène, Anne-Mou, Juliette Dodu, ou un degré moindre Marie-Aline Ouattion, qui a été la première institutrice d'origine chinoise ici à La Réunion. Alors, pour la petite histoire, pour la petite parenthèse, lorsque Vichy arrive au pouvoir, elle est révoquée, elle est doublement victime. D'abord parce que c'est une femme et que les femmes mariées ne doivent plus travailler, et puis ensuite les lois de Vichy reviennent sur l'accès à la nationalité dont elle a profité, et comme son père était chinois, quelque part elle perd sa nationalité. Et celui qui la met à la porte, Hippolyte Fouque, parce qu'il est le directeur du service de l'instruction publique, et celui qui va la réintégrer une fois le territoire libéré, quand il deviendra le premier vice-recteur. Donc je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qu'elle a dû avoir dans son regard face à ce bonhomme-là, qui l'a mis brutalement à la porte et qui après souligne, après la guerre, tout le bien qu'on lui doit. En tous les cas, en ce qui concerne Sia, c'est une engagée fictive, parce qu'on s'est dit qu'il y a aussi toutes ces femmes qui ont construit la Réunion, mais dont le nom n'est pas resté à travers l'histoire. Donc c'est une façon aussi de rendre hommage finalement à toutes les femmes réunionnaises. Ce travail a parfois donné lieu à, et Natacha Eloy pourrait vous en parler, mais à quelque chose de pointu, c'est-à-dire que, bon, c'est un peu la façon de dessiner de Natacha, mais vous avez dans tous les détails de ces planches des éléments qui renvoient à l'histoire, à son histoire, à l'histoire de la période. C'est-à-dire qu'on pourrait presque faire un cours d'histoire de l'art autour de ce dessin. Et puis comme je vous l'ai dit, donc après, 2 doubles pages documentaires dans lesquelles je reviens
sur l'histoire de ces femmes, la période où elles ont vécu, et puis un complément avec soit des livres accessibles, soit des vidéos en ligne pour qu'on puisse aller plus loin. Alors le dernier album que j'ai sorti avec David Dervillers s'appelle Notre Pays. Cette fois c'est un album jeunesse qui est sorti en version noir et blanc en collector parce que le dessin de David a été d'une telle qualité, c'est du dessin en crayon. Quand l'éditeur a lu, il a dit c'est pas possible. Normalement les albums jeunesse c'est couleur parce que sinon les parents n'achètent pas. Mais là on va en faire un en noir et blanc. Et puis la version couleur, elle est en créole et en rayonné, c'est-à-dire que en créole et en français, c'est-à-dire que vous prenez l'album dans un sens, vous l'avez en français, vous le prenez dans l'autre sens, vous l'avez en créole. Mais l'histoire, donc c'est un papa qui raconte à deux enfants l'histoire de la Réunion sur la période coloniale. Le deuxième tome va arriver bientôt. Il y a un cahier historique à la fin avec une approche chronologique, une approche thématique et une double page sur le papa qui est le narrateur, et tout a été entièrement traduit en créole par David Sicard qui a lu avec un accompagnement musical l'histoire en français, l'histoire en créole. Donc avec un QR code, on peut écouter l'histoire soit en français, soit en créole. Et c'était une sacrée responsabilité pour David, parce que j'ai dit, voilà, tu vas... Et c'est bizarre pour un historien de parler comme ça, mais tu vas créer un imaginaire historique. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont peut-être entrer dans leur représentation du passé à travers tes dessins. Donc c'est pas pour te mettre la pression, mais voilà. Il y a des choses importantes à faire. Et l'angle sous lequel on a attaqué l'histoire, c'est celui finalement, on pourrait appeler du développement durable, d'aménagement du territoire, parce que finalement, l'histoire de la Réunion, c'est l'histoire d'un territoire qui est complètement transformé par les hommes qui viennent s'y installer, et cela dès le début. Vous le voyez là à travers certaines pages, j'ai mis du noir et blanc et de la couleur, que ce soit les tortues qui se font rapidement exterminer, les champs qui sont plantés, les arbres qui sont coupés, ou la route du littoral que l'on creuse dans la falaise à coups de dynamite. Et puis il y avait d'autres questions dans un album jeunesse, c'est de la question de la violence, parce que parler de la colonisation et de l'esclavage, ça aborde forcément la question de la violence. Et là, c'est la sensibilité de David, on a eu des discussions qui ont duré très longtemps, qui a posé les choses. Le premier esclave que l'on connaît à La Réunion, on a la trace écrite, c'est un jeune indien d'une dizaine d'années. Et vous voyez que le dessin le pose comme ça. Voilà comment on entre dans l'esclavage, c'est-à-dire que vous avez l'enfant. Et puis on a travaillé avec des enfants du primaire. Une fois que c'est sorti, c'est très intéressant parce qu'ils voient plein de choses. Dans tous les cas, ils comprennent très vite que l'enfant, il mange certainement pas beaucoup, qu'il a un travail qui est très dur. Et il y a une histoire d'amitié entre le papang et lui. Mais en même temps, vous voyez que la violence, elle est là. C'est ce rongeur qui est dans le bec du papang. Voilà. Et il y a certains élèves en primaire qui m'ont dit, mais en fait, il a tellement faim qu'il regarde le papang et il se dit, le papang, il a mangé, mais moi, j'ai pas à manger. Voilà. Donc, voilà comment on a touché la question de l'entrée dans l'esclavage et de la violence. Et puis après, il y a eu aussi ce dessin. Alors, on a eu des discussions, donc c'est la chasse au noir-marron. Vous voyez que finalement, blanc et noir, là, se retrouvent face au papang. C'est-à-dire que les humains sont d'un côté, et de l'autre côté, on a le papang. Parce que le papang est censé, dans l'histoire, il protège les noirs-marrons en les avertissant. Vous voyez que les noirs-marrons ont dégagé. On a eu une question sur les chiens, parce qu'on sait que les noirs-marrons utilisaient aussi des chiens. Ils allaient prendre des chiens dans les plantations, parce que finalement, quand il y a du monde qui arrive, les chiens ils se mettent à aboyer. Mais on sait aussi dans un rapport de chasseurs que les chasseurs de marrons utilisaient aussi à l'occasion les chiens. Donc les chiens, on les a mis sur le dessin, et bon, il suffit de regarder la tête des chiens pour comprendre la violence de ce que c'est que cette chasse à l'homme. Et en même temps, il y a une mise en abîme, vous le voyez. Alors, ces chasseurs de noirs étaient aidés par les esclaves, qui leur étaient fidèles. Donc, et là, finalement, ce sont les blancs, les noirs, qui se retrouvent face à la nature. Voilà. Donc, et puis, un dernier exemple, la révolte de Saint-Leu. Comment représenter la révolte de Saint-Leu? C'était des jeunes, et on sait qu'il y avait un drapeau. Parce qu'on s'est dit comment on représenter la révolte de Saint-Leu, parce qu'il y a eu quand même un mort chez les Blancs, il y a eu des morts
plus d'une centaine de morts chez les esclaves, est-ce qu'on présente une scène comme ça? On dit non. J'ai dit voilà, le fait qu'il y ait un drapeau, ça montre qu'il y a autre chose. C'est pas simplement on se révolte parce qu'on en a assez de recevoir des coups de fouet de monsieur machin ou de ses punitions, c'est que derrière il y a une idée. Et on sait, à travers les documents d'archives, que ce drapeau c'était une croix blanche sur fond bleu. Si je préfère la version noir et blanc, vous voyez que là l'usage de la couleur par contre amène un élément supplémentaire que le noir et blanc n'amène pas. Voilà. Mais voilà comment on a montré cette révolte de Saint-Leu. Et donc normalement au Salon Athéna, dont je vous la montre en avant-première, parce que personne ne l'a encore vu. Voilà la couverture du 5 Réunionnais, 5 Destins, qui va parler de la partie de départementalisation. Alors le dessin des deux couvertures a été imaginé pour vous expliquer comment ça fonctionne, par David Dervillers. Et chaque dessinateur vient ensuite poser son personnage, mais c'est lui qui dessine l'ensemble avec l'emplacement des personnages. Donc vous voyez la voiture de ces années 50-60, derrière ce bâtiment particulier qui se trouve d'ailleurs à Saint-Pierre, l'usine Coca-Cola, mais on a gardé l'architecture et dessus la prise unique. Voilà, c'est-à-dire finalement la voiture, le béton et la consommation. Donc ça va être une autre façon de raconter tout ça. Donc voilà comment, à travers quelques petits exemples, et j'ai un peu moins froid, c'est marrant, on peut parler de tout ça. Alors, pour ceux qui voudraient aller plus loin sur le sujet, moi j'aurais 3 livres à vous conseiller. Celui qu'a fait Raoul Lucas sur enseignement local. Là, c'est un travail plus universitaire de Pierre-Éric Fajol sur identité coloniale et sentiment d'appartenance nationale sur les bancs de l'école à La Réunion. Et tous ceux qui partent dans les médias et réclament des choses au nom de l'identité, ferait bien de lire un petit peu ce qui est écrit là-dessus. C'est finalement l'histoire de l'école sous la Troisième République. Hein. On comprend bien des choses. Et là, c'est un peu plus technique, mais il y en a peut-être parmi vous que ça intéresse. Donc le travail fait par Philippe Vital sur l'école et les savoirs scolaires, parce que j'insiste là-dessus pour terminer, bien que je cherche à travers tous mes cours, quels qu'ils soient, à parler de l'histoire de La Réunion, que je cherche toujours des moyens pour parler de cette histoire, que j'aurai aussi un certain nombre de propositions à faire pour que les choses puissent changer un peu. Mais en tous les cas, ça n'est pas en mettant uniquement, en transformant, c'est-à-dire que même si je suis persuadé que si on changeait, qu'on enlevait tout le programme qui parle de l'histoire de France pour parler de l'histoire de La Réunion, je ne suis pas certain que la façon dont les choses se passent à l'école, les élèves, au final, aient tiré des leçons ou en sachent un petit peu plus sur leur propre histoire. Voilà. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais en tous les cas, c'est sûr que, et je reviens sur ce point, je me pose des tas de questions sur ces adaptations de programmes. Voilà. C'est-à-dire que certains voudraient, même sur des hommes ou des femmes politiques qui défendent l'identité réunionnaise et une meilleure connaissance, donc voudraient que ces adaptations soient obligatoires, mais moi, ces adaptations, je les regarde un peu étrangement en disant mais ça a toujours été, en tous les cas au départ, une façon d'arriver à contrôler. Voilà. Donc c'est intéressant de voir qu'au final, au début, les adaptations s'étaient faites pour, en gros, donner un sous-savoir, en disant ces gens-là, ils n'ont pas besoin de ça, et qu'aujourd'hui, on les réclame en disant mais c'est grâce à ça qu'on va connaître notre histoire. Le problème majeur est qu'on n'a pas de vision globale de notre histoire. C'est-à-dire que, et c'est ça qui enlève aussi à la compréhension, c'est-à-dire qu'un élève, si jamais son professeur travaille sur l'histoire locale, il va faire des petits focus. Voilà. C'est-à-dire peut-être, du moins il faut l'espérer, mais sur l'esclavage, et puis au moment de la départementalisation et de la colonisation, la décolonisation, on peut aussi en parler. Mais ça fait juste 2 points. Et tout ce qui est autour disparaît. Et ça, c'est dommage. Voilà. Je ne pense pas que je pourrais changer les choses, je n'ai pas ce pouvoir-là, mais en même temps, je me dis que l'éducation Bagnon, parce que l'éducation, c'est bien sûr, il y a l'école, il y a la famille, et là, il y a de grosses inégalités. Hein. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui me lisait tous les soirs
des contes et des mythologies de l'océan Indien, de Corse, parce qu'elle est les Corses, du monde méditerranéen, de partout, ça m'a ouvert, mais il y a des inégalités terribles qui font que dans certaines familles, on n'a pas ça. Et puis, il y a l'éducation populaire, qui se voit depuis des années retirer tous ses moyens, et puis, il y a aussi une démarche personnelle. Voilà. Et l'objectif, en tous les cas, que j'ai à travers la BD et à travers d'autres projets, c'est peut-être d'attirer, de dire que certains puissent se dire, tiens, j'aimerais bien moi aussi en savoir un peu plus. Et parmi toutes les choses qui me font dire que j'ai raison d'aller vers la BD, c'est qu'il y a, on le sait parce que cette personne est venue nous voir, il y a un enfant de la Creuse qui a découvert qu'il était enfant de la Creuse en lisant la BD TN. Voilà. Comme quoi on peut aussi amener les gens à découvrir des choses sur eux-mêmes à travers de la BD. Voilà, je m'arrête, j'espère que vous n'êtes pas aussi congelé que moi, mais moi c'est très maintenant. Voilà, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup Gilles, c'était vraiment super intéressant. Il y a peut-être des questions? On va, donc si vous avez quelques questions avant d'être complètement... on a encore quelques minutes un petit peu? Oui, d'accord. Alors il y a des questions sur le centenaire, non? Je pense que le roman historique peut jouer un rôle aussi pour faire rentrer les enfants dans l'histoire. Oui, le roman historique, tout comme la BD, peut entraîner vers l'histoire. Moi, j'ai lu beaucoup de romans historiques qui sont en fait des enquêtes. Il y a une enquête qui se passe au Moyen-Âge ou à telle autre époque. Mais je pense que, et c'est pour ça aussi que j'ai des collègues universitaires qui ne voient pas forcément la BD d'un bon oeil, même si, enfin, l'an dernier, certains collègues universitaires